Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui te donne des clés pour créer la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet un peu délicat, qui peut piquer, qui peut être un peu inconfortable, mais qui ouvre aussi et surtout, c'est pour ça que je le partage avec toi, des portes incroyables quand on ose y regarder de près. Donc j'ai pris des notes pour vraiment aller en profondeur, et puis je vais aussi te donner des exemples pour que tu puisses vraiment comprendre, et pas juste que ce soit là pour le mental. Donc je vais te parler des bénéfices primaires et secondaires d'une maladie et du parallèle que je fais avec toutes les situations et les relations de notre vie qui peuvent être challengeantes et comment dans ces relations il y a des bénéfices primaires et secondaires. Alors si pendant cet épisode il y a quelque chose en toi qui se réveille, si tu sens de la résistance, de la curiosité, peut-être un refus ou une petite voix qui dit non mais ça me concerne pas, je t'invite à rester ouverte. Bien sûr, si ça ne t'intéresse pas, t'es pas obligé de rester, mais à regarder ce que ça vient réveiller en toi. Et puis, si tu veux, tu peux soit commenter sous cet épisode, soit m'envoyer un message s'il y a des choses qui sont là pour toi. C'est souvent dans ces zones-là qu'il y a un trésor à trouver. Et quand je parle de ces zones-là, je parle des zones un peu inconfortables où on pense que ça ne nous concerne pas. Quand on ose aller regarder de plus près, qu'on se repose une deuxième fois la question, parfois il y a quelque chose qui s'ouvre et on découvre des trésors. Alors qu'est-ce que ça veut dire bénéfice primaire, bénéfice secondaire? C'est un peu un langage de thérapeute. Dans le langage médical et psychothérapeutique, on parle de deux types donc de bénéfices qu'un symptôme, qu'une maladie peut apporter. Donc le bénéfice primaire, c'est le soulagement intérieur, psychique, émotionnel qu'apporte une maladie ou un symptôme, ou que peut apporter une maladie ou un symptôme. Par exemple, quand je tombe malade après une longue période de stress, mon corps me dit stop, repose-toi. Et même si je râle, si une partie de moi aimerait continuer, il y a une autre partie qui souffle enfin. Enfin du repos. Même forcé, mais ah. Et c'est ça le bénéfice primaire. Une résolution inconsciente d'un conflit interne. Donc c'est une résolution qu'on n'a pas consciemment mis en place, mais qui apporte une résolution. Et puis le bénéfice secondaire, c'est ce que la maladie, la situation me permet d'obtenir à l'extérieur. Donc éventuellement l'attention des autres, des soins, de l'écoute, de l'empathie, ou parfois le fait d'éviter certaines responsabilités. Ah, je me suis cassé la jambe, je ne peux pas descendre les poubelles. Je fais exprès de prendre un exemple un peu léger et drôle, ça peut être beaucoup plus profond, mais ça peut être aussi simple que ça, ça dépend. Par exemple, l'exemple d'une femme qui ne peut plus s'occuper du ménage, ne peut plus descendre les poubelles, faire la cuisine et qui d'un coup se retrouve choyée. Donc ça peut être des bénéfices secondaires. J'ai pris l'exemple d'une femme parce que c'est un exemple, voilà, un cas qui me revient en tête, mais ça peut être un homme, ça peut être plein d'autres choses très différentes. Donc voilà, là, c'est l'avantage social, relationnel et matériel, c'est le bénéfice secondaire. Et puis là, je veux mettre un warning. Il ne s'agit pas de dire que quelqu'un choisit volontairement de souffrir pour en tirer profit. On n'est pas du tout là-dedans. La plupart du temps, c'est totalement inconscient. C'est une logique du corps, du psychisme, du système nerveux. C'est une stratégie de survie qui se met en place et qui se déclenche presque automatiquement quand une limite est atteinte. Donc, je vous redis ces nuances, c'est important. C'est pas quelque chose de volontaire. Personne ne se lève le matin en se disant « Tiens, si j'avais un cancer, une dépression, ça serait génial, je pourrais avoir plus de temps pour voir mes amis. » Ça marche pas comme ça. C'est un processus qui est vraiment inconscient et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, afin de le ramener à la conscience, parce que quand on le ramène à la conscience, on peut du coup reprendre les rênes de sa vie et choisir soi-même ce qu'on fait avec. Il y a du coup des bénéfices, mais il y a aussi un coût. Maintenir un symptôme, rester dans une situation, ça a un prix. Il peut y avoir de la fatigue, des douleurs, une perte de liberté, un isolement, une perte de sens, une perte de qui on est quelque part. Et ce prix-là est parfois moins visible que le bénéfice qu'on en reçoit, et où parfois on va, on va se plaindre justement de ce prix-là, et parce qu'on va
on va pas voir que c'est lié à la situation, c'est dans ce sens-là où il est moins visible, ou du moins on va le reporter sur la situation, sur l'autre, et on va pas voir le bénéfice qu'on gagne de cette situation et que finalement on est aussi acteur de cet endroit-là. Donc bon, moins visible, et en même temps parfois c'est tellement, il est gros qu'on parle de ça et qu'on voit pas le bénéfice qu'on a mis en place. Voilà, c'est pour ça qu'on reste aussi, parce qu'il y a d'autres coûts qui, je dirais, sont plus insidieux, comme quand une situation nous permet de ne pas créer ce qu'on aime vraiment afin de rester dans une logique sociale. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc, parfois le bénéfice secondaire est si précieux qu'il rend le changement aussi difficile. Si en étant malade, je reçois de l'amour, de l'attention, des soins, des choses que j'ai l'impression de ne jamais recevoir autrement, il se peut qu'une partie de moi résiste à guérir parce qu'elle a peur de perdre ce soutien, de perdre cet amour, de perdre cette attention. Et ça, c'est parfois très inconscient, du coup, et c'est humain. On dit aussi que tant qu'on gagne plus à être dans une situation, on va y rester par peur de ce qu'on pourrait en perdre. Et c'est là où le coût est un peu inconscient, parce qu'on parfois on oublie le coût de rester dans cette situation et ce qu'on pourrait gagner si on en sortait. Et là, il y a de l'ambivalence. Il y a une partie de soi qui veut changer, qui veut guérir, qui veut avancer, qui est conscient que plus grand est possible, qu'il y a autre chose de possible, et puis il y a un appel aussi. Et puis il y a une autre qui s'accroche parce qu'elle a quelque chose à perdre, et puis parce qu'elle a aussi terriblement peur à un endroit du changement. Parfois on dit ça, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va trouver, et puis on sait ce qu'on gagne dans cette situation, et on a peur de ne pas le retrouver. Vous connaissez peut-être ça, à vouloir quitter un travail qui nous épuise, d'avoir peur de perdre la sécurité financière, vouloir partir d'une relation, mais craindre la solitude, et même parfois vouloir partir d'une relation, mais se dire qu'on va faire mal à l'autre si on quitte l'autre, et donc on reste. Et en fait, souvent, ça n'a jamais à voir avec l'autre, mais ça a à voir avec soi. Donc ne pas vouloir partir d'une relation parce qu'on a peur d'être seul. On est déchiré entre deux mouvements. Et tant que cette ambivalence n'est pas vue, tant que ces bénéfices cachés ne sont pas mis en lumière, le changement reste difficile. Alors, j'aimerais vous parler aussi du rôle du traumatisme, du système nerveux là-dedans. Il faut se rappeler que notre corps, notre psychisme fonctionne comme des gardiens. Quand on a traversé un traumatisme, une expérience très intense, et puis on a tous traversé des choses, alors pas forcément aussi gros qu'un traumatisme, on a tous eu des expériences difficiles, des expériences de perte ou de déception. Donc le corps trouve des stratégies pour survivre. Et un symptôme, une fatigue chronique, un blocage, parfois c'est le système nerveux qui dit « je ne veux pas supporter plus, je ne peux pas, alors je me mets en pause ». Ou « je te mets toi en pause ». Et même si c'est douloureux, même si ça nous limite, comme je vous disais, il y a derrière une logique de protection. C'est pas contre nous, c'est pour nous. Même si c'est dur sur le moment, même si ça nous freine, même si on ne comprend pas ce qui nous arrive. J'ai une métaphore à vous partager que j'ai trouvée et qui m'a beaucoup parlé. J'aimerais vous partager la métaphore des béquilles d'après Teresa Doyle. Imaginez une jambe cassée. Donc vous cassez la jambe, vous allez chez le médecin pour qu'il vous réaligne les os, qu'il vous remette un plâtre, et vous avez des béquilles. Donc ces béquilles sont utiles, elles vous permettent d'avancer malgré la blessure, de continuer à pouvoir vous lever. Et donc vous avez peut-être un bénéfice primaire, donc la sécurité d'avoir des béquilles, éventuellement un bénéfice secondaire, que les gens vous aident, vous portent vos courses, et peut-être qu'un temps ça va presque être agréable, donc il y aura peut-être la douleur de la jambe cassée, mais il y aura aussi les bénéfices. Et puis au bout d'un moment, vous allez en avoir marre et vous allez avoir envie de vous débarrasser de ces béquilles. Alors on pourrait du coup faire le parallèle de ces béquilles avec une maladie ou une relation, une situation dont vous voulez vous débarrasser. Seulement si vous vous débarrassez des béquilles alors que votre jambe n'est pas encore réparée, vous n'allez pas pouvoir marcher. Même éventuellement, vous allez aggraver votre blessure si vous continuez à marcher sur votre jambe cassée. Vous n'allez pas permettre à votre jambe de se réparer. Donc cette jambe a besoin de temps, a besoin d'attention, d'être soignée, d'être chouchoutée.
Et donc là où je veux en venir, c'est que l'attention n'est pas forcément à jeter tout de suite les béquilles, mais à prendre soin de ce qui est cassé. Et donc là, on parle de corps, mais c'est la même chose pour le psychique, à prendre soin de ce qui a besoin de retrouver ses forces, à prendre soin de ce qui a besoin d'être compris, que ce soit du coup dans l'histoire familiale, que ce soit dans le corps, dans l'énergétique. Donc il y a des choses qui ont besoin d'être, des nœuds qui ont besoin d'être défaits. Et ensuite, on va pouvoir aller voir les béquilles. Déjà, on va pouvoir réapprendre à marcher. Donc il y avait la personne avant, et puis après, retrouver une nouvelle marche, une nouvelle personne. Et puis au fur et à mesure, on va pouvoir se libérer des béquilles. Nos symptômes, nos blocages, nos relations, c'est parfois des béquilles. Et donc, ce que je vous disais, le travail, c'est pas de jeter les béquilles brutalement, c'est de comprendre à quel moment elles ont été nécessaires, pourquoi, quels bénéfices elles ont eu, quel coût ça a apporté aussi, comment ça m'a permis d'avancer, comment ça m'a empêché d'avancer, et ensuite de choisir, ok, comment je veux faire et comment je peux réapprendre à marcher sans ces béquilles. Et si j'ai besoin de béquilles, lesquelles je choisis, à quel endroit je veux les mettre. Parce que oui, cette notion de bénéfice primaire et de bénéfice secondaire, on peut la transposer bien au-delà de la maladie. Donc, par exemple, dans une relation toxique, il y a un bénéfice à être dans une relation qui est comme ça, vraiment enfermante. Donc, on évite la solitude, on reste en terrain connu, on comble un vide intérieur. Et puis, il y a un bénéfice secondaire, on reçoit la sympathie de l'entourage éventuellement. Ou si on est totalement isolé, c'est soi-même, on dit waouh, il y a quelque chose en nous qui combat, donc on peut être dans une certaine force. Et puis ça nous permet de ne pas affronter aussi l'inconnu, de ne pas être seul, de ne pas avoir à se porter soi-même. Il y a aussi des coups, ça c'est très clair. Se perdre, ne plus savoir qui on est. Mais c'est important de regarder les bénéfices pour aussi savoir. Les bénéfices sont vraiment en lien avec de quoi j'ai besoin. Et si on cherche les bénéfices dans la relation, c'est là où ça devient compliqué, alors que si on sait, ok, en fait j'avais besoin de quelque chose, de sécurité, j'avais besoin de combler un vide intérieur, comment je peux l'apporter moi-même. Dans un travail, par exemple, qui nous épuise, donc le bénéfice primaire, ça peut être de garder une sécurité, d'éviter l'angoisse du vide, et secondaire, d'avoir une reconnaissance sociale, une stabilité financière, l'image de quelqu'un qui tient, waouh, tu sais, t'imagines, elle travaille 60 heures par semaine. Bon, on peut en rire comme ça quand on prend de la distance, quand on est dedans avec toutes les émotions, toutes les peurs, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est là où c'est important d'arriver à décoller, à mettre un peu d'espace, à pouvoir comprendre ce qui se joue en nous pour pouvoir choisir consciemment et ne pas subir ce qu'on vit. Et dans une peut-être plus dépendance affective, familiale, il y a le bénéfice de se sentir utile, se sentir indispensable à quelqu'un, d'éviter du coup aussi un sentiment d'abandon. Et puis il peut y avoir aussi la reconnaissance du sacrifice. Waouh, elle se sacrifie pour tout le monde, comme si c'était quelque chose de super sain, de se sacrifier. Elle soutient tout le temps, ou il soutient tout le temps les autres. Et puis ça nous permet d'éviter des décisions personnelles, peut-être d'éviter de regarder pour soi, d'être toujours là pour les autres. Et du coup, ne pas être là pour soi. Et ce que je vous partageais tout à l'heure, il y a aussi parfois une loyauté qui peut être parfois inconsciente, invisible. On peut avoir une loyauté envers notre famille, envers la société, envers l'image qu'on pense avoir à donner. On peut garder une habitude de souffrance ou un schéma, parce que d'une certaine façon, ça nous relie à notre histoire familiale. Ou alors ça nous permet de garder un rôle que la société, que nos parents nous ont fait jouer, ou dans lequel on s'est mis pour répondre enfant à une injonction de nos parents. Donc, tout ça, c'est très inconscient. Comme si en restant dans la douleur, je restais fidèle à mes ancêtres, à ma lignée, à une mémoire transmise. Ou bien, comme si en restant dans cette douleur, j'avais l'impression de pouvoir me sauver d'une situation. Et là, je pense à parfois de garder l'image de la gentille, ça me sauve de l'image de j'ai pu être
je suis coupable, j'ai pu faire quelque chose de mal, pardon. Plutôt que de se dire, parfois en tant qu'enfant, il y a des choses qui se sont passées et on se dit, oh, je suis responsable. Et donc plutôt que de prendre cette image de je suis responsable, je suis méchante entre guillemets dans un vocabulaire enfantin, donc de se mettre dans une position de sauveur, de gentil, comme ça où on n'écoute pas du tout ses limites pour être vraiment sûr de ne pas être dans cette position de c'est de ma faute. Voilà. Et c'est inconscient, c'est très puissant, ça demande un pas de recul pour le voir en soi. Et quand on le voit, ça change beaucoup de choses. Et c'est pas du tout absurde. Il y a une logique, une fonction, une raison d'être. Et quelque part, parfois, il y a beaucoup d'amour dans cette douleur. Et c'est parfois tellement difficile de laisser un rôle et un personnage que l'on s'est créé. C'est comme laisser une identité. Ah, mais qui je serais si j'osais laisser cette identité-là? Je vous propose de passer du côté plus pratique je vais vous poser des questions pour voir à quel endroit ça résonne pour vous. Alors, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, si vous avez le temps maintenant, je vous invite à prendre un carnet, un stylo, à vous offrir quelques minutes pour explorer vos propres situations. Et si c'est pas le moment, juste à écouter et laisser résonner ces questions. Peut-être vous pouvez vous poser comme question, qu'est-ce que cette situation, donc la relation, la situation, éventuellement la maladie dans laquelle vous êtes, vous apporte? Même si elle me fait souffrir, à quel endroit elle peut m'apporter quelque chose? Et si c'est compliqué et que ça refuse, ok, j'entends, c'est compliqué, il y a tout ça qui est ta souffrance. Et si ça pouvait m'apporter quelque chose, ce serait quoi? Et puis aussi, regardez, qu'est-ce que j'évite? Qu'est-ce que cette situation, ce symptôme me permet d'éviter? Qu'est-ce que je gagne en étant dans cette situation-là? Et puis j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que ça vous empêche de vivre de plus grand, de plus aligné? Quels sont les avantages visibles que vous recevez à être dans cette situation? Les attentions, la reconnaissance, la sécurité, du soutien. Quels sont les avantages invisibles, peut-être plus intimes, que vous gardez pour vous, que vous osez peut-être à peine vous avouer? Donc, éviter la solitude, vous protéger, rester fidèle à une histoire. Et quel est le prix, quel est le coût que vous payez pour garder cette situation en place? Et si vous lâchiez ce bénéfice, ou plutôt si ce bénéfice ne dépendait plus de la situation, mais que vous pouviez vous l'offrir vous-même, et que vous lâchiez cette situation, qu'est-ce que vous pourriez vivre de nouveau? En quoi cette situation est loyale à la personne que vous étiez, à l'ancien, et en quoi cette situation ne vous permet pas de devenir qui vous souhaitez être? Et qu'est-ce que cela vous demanderait de vous autoriser à faire un pas en avant pour être une version de vous-même où il y a encore plus de joie, encore plus de vie, encore plus de partage, de légèreté aussi. Voilà, si vous souhaitez prendre un temps pour écrire, et puis voyez ce qui vient, ce qui est juste pour vous aujourd'hui. S'il y a de la colère qui vient ou quelque chose qui bloque, c'est aussi ok. Et vous pouvez juste noter ce qui est là. Rien que des mots, tout d'un coup d'avoir un déclic, même sans le noter, de voir ces bénéfices cachés, de voir aussi le coût que ça a de rester dans une situation qui ne vous convient plus. Ça peut vraiment ouvrir quelque chose et transformer. Je sais que c'est pas toujours très confortable. Regarder en face nos défis. C'est comme éclairer une pièce qu'on préférerait parfois laisser dans la pénombre. Mais c'est justement là que se trouve la clé du changement. Et parfois, on éclaire des trésors. Même souvent. Reconnaître nos bénéfices, ce n'est pas se culpabiliser, c'est au contraire reprendre son pouvoir. C'est dire, ok, je comprends pourquoi je reste là, et maintenant, qu'est-ce que je choisis? Cette situation m'a permis de gagner de la sécurité, de la confiance. Et maintenant, est-ce que je veux y rester? Alors, je vous invite à marcher avec cette idée dans les jours qui viennent, à observer vos petites maladies, parce que parfois, c'est pas forcément des grands drames, hein, ça peut être des petites situations, des choses qui reviennent,
dans les relations, et puis vos blocages, vos habitudes, et à vous demander, et toi, quel bénéfice tu me caches encore? Quel bénéfice j'ai dans cette situation qui m'agace? Et puis, souvenez-vous, même nos résistances sont des alliés. Elles nous protègent jusqu'au moment où nous sommes prêtes à les transformer. Comme pour les béquilles, on ne s'attaque pas directement aux béquilles. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on soigne la jambe. Et donc, quand on se blesse physiquement, on va voir un médecin du corps. Il y a aussi des blessures psychiques, on a besoin aussi de s'accompagner soi-même ou de se faire accompagner dans une compréhension. Ça peut être dans le mental, mais pour moi, c'est vraiment aussi dans l'énergétique et dans le corps. Voilà, de transformer, de ressentir, de se laisser ressentir et d'accueillir ce qui est là. Et d'oser regarder. Si vous voulez me partager ce qui est là pour vous, que ce soit sous cet épisode ou en message privé, c'est le bienvenu. Je vous invite aussi à le partager autour de vous si vous pensez à des personnes à qui ça peut faire du bien d'entendre ça ou vous permettre d'avoir des déclics. Et puis je vous invite aussi à le liker, cet épisode, ça me permet d'avoir plus de visibilité et à vous abonner si vous le souhaitez. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à tout bientôt avec plus de lumière. Au revoir.